Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici les principaux titres. Tout est prêt, salle Gaston Médecin pour le match d'ouverture de la saison européenne de la Roca Team. En guise d'entrée en matière, les basketteurs monégasques reçoivent le Panathinaïkos Athènes jeudi à 19h. Nous verrons comment les infrastructures ont été adaptées pour répondre aux exigences de la plus grosse compétition européenne de basket. La médiathèque de Monaco a levé le voile sur sa programmation du dernier semestre à venir, une programmation baptisée Culture L, un jeu de mots pour mettre à l'honneur des femmes. Et pour accompagner cette présentation, l'une des comédiennes en vogue est venue donner une conférence interactive. Noémie Delattre a de multiples casquettes et son spectacle féministe pour hommes cartonne. Elle nous expliquera pourquoi la cause des femmes doit être plus que jamais défendue. On connaît également l'affiche du Monte Carlo Jazz Festival 2021. Gregory Porter, David Hallyday, Paul Person, pour ne citer que, sont annoncés. Le détail dans ce journal. Construire durablement, c'est l'un des enjeux actuels. La mission pour la transition énergétique vient de réunir les représentants des différents corps de métier du bâtiment. Enfin, pour soutenir les acteurs économiques, mais aussi insuffler une nouvelle dynamique et renouer le lien avec la clientèle. Après Le Rocher, c'est le quartier des Moulins qui participe cette semaine à l'opération Revivez vos quartiers. Ce sera une première historique pour le basket monégasque. Demain à 19h, la Roca Team va entamer sa campagne européenne face au Panathinaïkos Athènes. Après la victoire finale en Eurocup la saison passée, un nouveau cap est franchi. C'est l'Euroleague que vont disputer les basketteurs monégasques et pour cela, il a fallu en quelque sorte remplir un cahier des charges et mettre la salle Gaston Médecin aux normes. Les explications de Yannick Debévert sur des images d'Olivier Bonello. C'était l'interrogation principale des supporters de la Roca Team durant tout l'été. Monaco pourra-t-il jouer les matchs d'Euroleague dans sa salle Gaston Médecin? Les exigences de la plus grosse compétition européenne de basket étaient élevées avec notamment une capacité minimum de 5000 spectateurs. Gaston Médecin ne comptait que 3000 sièges, alors il a fallu s'employer pour que l'élite du basket européen puisse être bien accueillie en principauté. Nous avons changé plein de choses durant ces 3 mois d'été. Déjà, nous avons poussé physiquement les murs, mais au sens premier du terme, pour pouvoir rajouter 628 places à cette salle. Et ensuite, nous avons entrepris beaucoup d'autres travaux qui seront certainement moins visibles. Nous avons refait entièrement les vestiaires des joueurs, nous avons refait aussi les vestiaires arbitres, les sanitaires. En parallèle, on a changé complètement l'éclairage de la salle en passant en LED et en mettant un éclairage scénique qui permettra de faire des petits shows pendant les matchs. On a fait beaucoup de choses. Si le chiffre de 5000 places n'a pas été atteint au vu des efforts de l'AS Monaco, les instances de l'Euroleague ont finalement accordé une dérogation au club pour jouer dans sa salle. Une excellente nouvelle pour le club, les supporters et le gouvernement princier qui se félicitent de l'arrivée d'une nouvelle compétition prestigieuse sur le Rocher. La volonté du gouvernement, lorsque nous avons su que l'équipe était qualifiée en Euroleague, était que l'équipe joue justement à domicile dans notre salle. Jouer l'Euroleague, c'est quand même jouer le haut du panier, si je peux dire. Et donc, c'était très important, ne serait-ce qu'en termes d'image pour la principauté. Cette salle Gaston Médecin 2.0 est fin prête pour vibrer au rythme des chants et des tambours des supporters. Premier acte ce jeudi à 19h, Monaco reçoit le Panathinaïkos pour son entrée en lice dans la plus belle des compétitions européennes de basket. Et sachez que vous pourrez également suivre en direct sur Monaco Info les matchs d'Euroleague de la Roca Team. Premier rendez-vous donc dès demain, jeudi à 19h, sur notre antenne, avec au commentaire un grand spécialiste du basket français et européen, le journaliste David Cosette. Il sera accompagné d'Ali Traoré, le basketteur qui a évolué à Monaco. Vanessa Dessy nous rejoint pour le premier point info de ce journal. Le premier rapport d'activité du tribunal suprême couvrant les années judiciaires 2019-2020 et 2020-2021 vient d'être remis au prince souverain. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Ce rapport comporte notamment une présentation thématique des décisions rendues par le tribunal suprême, marquant la diversité des questions que lui soumettent les monégasques, les résidents et ceux qui travaillent en principauté. Il évoque également les relations avec les autres institutions nationales et son activité internationale. Ce rapport sera prochainement accessible à tous librement sur le site internet du tribunal suprême. Le salon LuxPack qui a drainé énormément de visiteurs s'achève et le prince Albert II s'y est rendu, Vanessa. Oui, le souverain a pu découvrir les fabricants de packaging de luxe du monde entier avec des innovations des plus éco-responsables. LuxPack est aujourd'hui une réunion annuelle spécialisée dans la conception d'emballages international de marchandises du secteur du luxe. Avec près de 450 exposants d'une trentaine de nationalités, une édition physique complétée par une plateforme numérique a donné l'occasion d'une édition hybride qui a rencontré un franc succès. L'heure des bilans pour la journée européenne du patrimoine qui s'est déroulée ce week-end. Et un événement qui était placé cette année sous la thématique « Les femmes et le patrimoine ». Comme à chaque fois, l'opération remporte un vif succès. Le public était au rendez-vous grâce à la direction des affaires culturelles qui apporte à chaque fois de la nouveauté avec une programmation riche. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La fréquentation s'élève cette année à 7174 visiteurs. La médiathèque de Monaco présentait hier soir son programme du dernier semestre 2021. Un programme culturel consacré aux femmes. Plusieurs ateliers et projections de films seront à découvrir. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet Béatrice Novaretti, conservateur de la bibliothèque Louis Notari. Elle est au micro de Juliette Rappert. C'est une thématique qui nous tient à cœur depuis très longtemps à la médiathèque, de pouvoir mettre en lumière le travail des femmes et puis d'aborder des thématiques plus difficiles. Et lorsque j'ai eu cette idée, je me suis rapprochée du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Et ensemble, nous avons pensé ce trimestre en nous associant aussi avec des associations qui œuvrent en principauté depuis plusieurs années pour l'égalité hommes-femmes ou des droits des femmes. Le programme est très riche et très varié, difficile de choisir, mais si je devais peut-être en sélectionner trois, peut-être Madame Eliane Viennot qui viendra parler de la langue française est-elle sexiste? Madame Michèle Perrault qui est la référence absolue au niveau de l'histoire des femmes. Et puis nous avons la chance de recevoir une réalisatrice, Marie Makukian, pour la projection de son film A Girl from Mogadiscio. Un programme que vous pourrez retrouver sur le site internet de la médiathèque. Et lors de la présentation de ce programme, la médiathèque avait tenu à inviter à l'espace Léo Ferré une comédienne qui incarne le combat féministe et qui a fait de sa meilleure arme contre le sexisme l'humour. Elle est notre invitée. Bonsoir Noémie Delattre. Bonsoir. Qui mieux que vous pour participer à la présentation de cette programmation de la médiathèque intitulée Culture Elle, avec le jeu de mots. Vous avez de multiples casquettes, comédienne, auteur, metteur en scène, et ces multiples talents, vous les mettez au service des femmes, c'est cela? Et effectivement, je suis absolument ravie d'avoir été interpellée pour ce sujet qui me touche beaucoup. Est-ce que l'on peut dire que c'est aujourd'hui un sale temps pour les hommes et l'heure de la revanche pour les femmes? Ou est-ce que c'est un raccourci un peu trop simpliste? Ça n'a jamais été le cas. Il s'agit de vivre en harmonie, en égalité, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle. Il s'agit d'égalité, pas de toute prise de pouvoir, pas de guerre, pas de tout ça. Et en plus, de toute façon, on est très très loin du compte. C'est-à-dire que là, les masculinistes, c'est-à-dire que ceux qui, pour le coup, souhaitent réellement la supériorité des hommes, ont encore malheureusement de beaux jours devant eux. On a besoin d'une inflexion des mentalités plutôt? Ah oui, ça serait formidable que les mentalités évoluent et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Parce que les lois déjà commencent à évoluer dans beaucoup de pays, enfin surtout dans les pays occidentaux, donc ça c'est formidable. Mais malheureusement, les lois ne sont pas suivies des faits parce que les mentalités restent encore très, très archaïques. On continue de considérer que les femmes, quand même, c'est normal qu'elles s'occupent des enfants toutes seules, qu'elles soient à la maison, qu'elles travaillent moins, qu'elles gagnent moins d'argent. Un homme qui dit à une femme que si elle passe dans son lit, elle pourra obtenir des choses, c'est normal, c'est comme ça, on est des latins. Enfin,
Donc il y a quand même encore des mentalités qui sont très très compliquées et qui empêchent les lois d'être mises en pratique réellement, quoi. Et est-ce que la mouvance féministe, elle peut trouver de précieux alliés dans les réseaux sociaux? Oui et non. Elle a autant d'alliés que d'ennemis. Je dirais même qu'elle a plus d'ennemis que d'alliés parce qu'en fait les mastodontes des réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook sont très 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 machistes. C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui montrent des femmes complètement à poil pour vendre du whisky ou pour vendre des flingues et ça pose aucun problème. Il y a aussi de la pédophilie, de la prostitution sur ces réseaux sociaux et ça pose aucun problème. En revanche, dès qu'il y a un compte d'éducation sexuelle féministe qui essaye d'expliquer ce que c'est que le consentement, qui essaye d'expliquer ce que c'est que la sexualité féminine, le plaisir féminin, alors il est instantanément fermé par Instagram et censuré. Donc on ne peut pas vraiment dire que les réseaux sociaux soient alliés. Il y a eu de belles avancées ces derniers jours, notamment le remboursement de la contraception pour les jeunes femmes. Ce sont de petits ou de grands pas selon vous? Alors moi je suis d'une nature optimiste, donc j'ai envie de dire que c'est un grand pas, que c'est super, que ça avance, mais je trouve ça insensé que ça ne soit pas le cas depuis très longtemps. Et malheureusement, là aujourd'hui, une pilule gratuite, c'est une pilule qui va avoir plein d'effets secondaires indésirables. Si vous voulez une pilule agréable pour vous ou un autre mode de contraception que la pilule, alors il va falloir le payer. Donc on tombe à nouveau dans quelque chose d'élitiste qui va privilégier les gens qui ont de l'argent. Si on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Moi j'ai des sous, je peux me faire avorter demain si j'ai besoin, j'ai de la contraception qu'il me faut si j'ai besoin, j'ai des protections périodiques à tout moment, je suis éduquée aussi pour savoir ce que c'est que le consentement, j'ai accès à tout, tout va bien. Mais il y a encore partout, en France, en Europe, hein, je parle pas de pays d'Afrique, partout des femmes qui n'ont pas accès à tout ça, des étudiantes qui sont obligées de choisir entre porter une protection périodique ou acheter un sandwich. Et vous êtes aujourd'hui à Monaco pour une conférence interactive. Vous avez souffert de la grande pause imposée par la pandémie de Covid-19 ? J'ai eu beaucoup de chance parce que, comme vous l'avez dit en début d'interview, je suis multicasquette et donc j'ai pu mettre le confinement à profit. J'ai écrit un roman qui va sortir chez Albin Michel, j'ai écrit 2 séries télévisées, j'ai écrit 2 spectacles, un que j'ai même eu le temps de commencer à répéter. Donc j'ai eu la chance de beaucoup travailler, ce qui fait que là, depuis la reprise, là en 5 jours, j'aurais joué 7 fois 4 spectacles différents dans 5 villes différentes. Donc on ne peut pas dire que j'ai subi la crise. J'ai de la chance. Noémie Delattre, merci d'avoir été avec nous à l'occasion de cette conférence. Merci à vous, merci infiniment. Dans le registre culturel et divertissement toujours, la programmation du Monte Carlo Jazz Festival vient d'être révélée. Il s'agit de la dernière programmation de Jean-René Palacio, l'emblématique directeur artistique de la SBM, décédé au printemps dernier. Je vous propose d'écouter son ami de longue date et coordinateur artistique Gilles Marsan. Il nous présente les 7 soirées jazz à venir à l'Opéra de Monte Carlo. Il est interviewé par Fabien Bonilla. Le festival commence le 23 novembre avec Avishai Cohen Trio. Avishai qui revient puisqu'il a déjà produit plusieurs fois, aussi bien au Moots où il avait été découvert par Jean-René il y a plus d'une dizaine d'années, et à Garnier où il s'est produit avec l'Orchestre Philharmonique. Ensuite, le lendemain, nous avons Jamie Cullum qui vient dans un programme jazz qui sera différent de ce qu'il a fait l'été dernier pour le concert d'été sur la place du Casino. Et ensuite, Steve Hackett qui nous fera un spectacle qui revisite Genesis. En fait, le titre du spectacle, c'est Genesis Revisited. Ensuite, le 29, Grégory Porter qui revient aussi. Et le 30, Chucho Valdés avec Ilian Linizades, je pense, qui est une violoniste cubaine, donc c'est un pianiste cubain avec une violoniste cubaine. Voilà pour la programmation du mois de novembre. Il y a également 2 dates en décembre, le 3 avec Paul Persson et le 4 décembre avec David Hallyday. Nous nous en ferons l'écho à travers l'émission musicale Backstage. Une thématique d'actualité qui allie innovation et volonté de préserver l'environnement. La mission pour la transition énergétique vient de proposer une réunion d'information portant sur la construction et la rénovation durable. Les différents corps de métier du bâtiment y ont participé au Yacht Club. Le reportage de Christina Thomel et Alexandra Paolini.
Tout au long de l'année, la MTE propose aux professionnels du bâtiment monégasque de nombreuses formations issues de la démarche bâtiment durable méditerranéen de Monaco. Les thèmes sont riches et variés, réemploi des matériaux, végétalisation des bâtiments, panneaux solaires. Une dizaine de formations a déjà été dispensée et ce mardi, la construction bois était à l'honneur. Pourquoi le bois est-il si indispensable dans le monde de la construction et comment s'intègre-t-il dans une démarche écologique? Nous avons posé la question aux acteurs de ces enjeux. Le bois a plusieurs avantages. Déjà, c'est un puits de carbone, donc du coup, il n'y a aucune émission de gaz à effet de serre. On est plutôt en stockage carbone. C'est une ressource qu'on a à proximité. Par rapport aussi à l'amélioration du cadre de vie des Monégasques, le bois, ça nous permet de construire vite, rapidement, sans nuisance, puisqu'on est pas mal sur des éléments préfabriqués. Donc on a beaucoup moins de transport, beaucoup moins de vis, de démolition, vraiment de gros sujets lourds. Et même pour la fin de vie du bâtiment, lors de la déconstruction, on va pouvoir démonter le bâtiment et non le démolir, le casser. Donc même en fin de vie, on aura quelque chose qui fera pas trop de bruit. Le bois est un matériau biosourcé, le bois est un matériau léger qui va permettre de donner un potentiel à des surélévations de vieux bâtiments. Il donne aussi une polyvalence pour les aménagements. C'est un bois par contre qu'il ne faut pas hésiter à mixer avec des matériaux plus connus comme le béton et l'acier. Basé sur le partage de compétences et d'expériences et adapté aux spécificités monégasques, cette démarche sur mesure de construction durable est applicable à tous les projets de construction et de rénovation des bâtiments publics en principauté. Elle permet ainsi de préserver le bien-être et le confort des habitants en favorisant les bonnes pratiques comme par exemple la réduction de l'impact des matériaux et des consommations d'eau et d'énergie tout en tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Vanessa Dessy est de retour pour développer les autres informations du jour. La gare de Monaco accueille l'exposition Le Voyage en gare de Tony Daoulas en partenariat avec l'ambassade de France à Monaco. Effectivement, du 28 septembre au 28 octobre, vous pourrez découvrir des photographies prises il y a tout juste un an, lors du 20e anniversaire de la gare. Le photographe propose aux voyageurs et aux visiteurs un regard neuf, presque inédit dans un lieu familier qu'il fréquente parfois au quotidien. Un nouveau cycle de conférences pour la Monaco Méditerranée Foundation qui va faire sa rentrée. Le lundi 25 octobre, Gilles Kepel, professeur à l'université Paris Sciences et Lettres et titulaire de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'École normale supérieure, débattra autour du thème du Moyen-Orient au djihadisme en Europe. Pour rappel, la Monaco Méditerranée Foundation occupe une place remarquée dans la vie culturelle et intellectuelle de la principauté. Et pour terminer, un spectacle à noter dans vos agendas. Le voisin de Picasso est un étonnant récit d'Antoine, gardien de musée, qui raconte l'histoire d'un peintre académique, Alexis-Joseph Mazerolle. Antoine réhabilite cet artiste surdoué en convoquant les personnalités marquantes de sa carrière dans la salle Mazerolle, voisine de celle de Picasso. Ce spectacle est à découvrir le lundi 11 octobre prochain au Théâtre des Variétés. Vous le savez, pour favoriser la relance économique en principauté, le gouvernement a lancé un plan d'action il y a un peu plus d'un an, un plan qui se poursuit aujourd'hui encore. Ce soir, intéressons-nous au fonds rouge et blanc, celui qui soutient les commerces de la principauté et aux actions menées pour dynamiser les quartiers commerçants. Exemple, Boulevard des Moulins, où Émilie Rousseau et Sylvain Péromal ont suivi l'opération Revivez vos quartiers. C'est une des artères principales de Monaco que vous avez sûrement dû emprunter au moins une fois en voiture, en bus ou à vélo. Mais avez-vous déjà pris le temps d'y flâner? Le boulevard des Moulins est l'un des quartiers commerçants de Monte-Carlo qui, comme tous les quartiers, tente de se relancer économiquement. Après un été boosté par le retour des touristes, les commerces lancent une opération séduction intitulée « Revivez vos quartiers » à destination de la clientèle locale. Nous proposons donc ce week-end des animations. Aujourd'hui, nous avions un charmant monsieur qui soufflait des ballons pour tous les petits-enfants qui sortaient de l'école. Et samedi, ce sera une très belle journée avec un très bel événement qui est un escape game. Et j'espère que vous viendrez nombreux pour participer et pour peut-être découvrir ce boulevard que vous connaissez mal.
Escape game, mais aussi des jeux de piste, des parades de jongleurs, des chassiers sont aussi au programme. Des animations bien accueillies par les habitués du quartier. Ah, j'adore ici parce que ça ressemble un peu à l'Italie. Il y a un charme spécial et j'aime faire le shopping ici. Il y a quand même un changement régulier, donc je pense que c'est une très bonne idée d'animer un peu plus le quartier. Je trouve que c'est très bien, je trouve que pour les enfants c'est aussi très bien et pour nous ça nous donne aussi un peu d'animation. Revivez vos quartiers, c'est jusqu'à samedi. L'intégralité du programme des animations est à retrouver sur le site www.visitemonaco.com. Et sous le soleil, ce serait parfait. Les prévisions météo resteront-elles agréables, Vanessa, jeudi ? Oui, le soleil sera toujours au rendez-vous, Patricia. Quelques nuages pourraient venir rafraîchir durant l'après-midi car les températures resteront élevées. Elles oscilleront de 17 à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 7h24 et se couchera à 19h16 et nous fêterons les Jérômes. Une bonne fête au Jérôme, donc le 30 septembre. Ce journal touche à sa fin. Nous tenions à rendre hommage au commandant principal de police, Christophe David, qui est décédé hier dans un accident de la route. Le prince Albert II, dans un communiqué, a fait part de sa grande tristesse. Christophe David était âgé de 44 ans. Il était l'un des plus proches collaborateurs du directeur de la Sûreté publique. Et nous avions à ce titre eu l'occasion à plusieurs reprises d'apprécier ses qualités professionnelles et humaines. Nous nous quittons avec les photos du jour, signées Manuel Vitali, dans l'antre de la Rocatim, salle Gaston Médecin, où se déroulera demain soir le premier match d'Euroleague des basketteurs monégasques. Un match à suivre en direct à 19h sur Monaco Info. Par conséquent, vous pourrez retrouver votre journal présenté par Émilie Rousseau à 19h en streaming et à l'antenne à 21h. Très belle soirée à vous.